Partie de badminton, 2 sacs plastiques, une barre Mars et une couche sale. Ces détails, souvent négligés, font pourtant partie du récit d'espionnage et d'évasion le plus fascinant de la guerre froide. Oleg Gordievsky fut le plus haut officier du KGB à espionner pour les Britanniques. Il a presque à lui seul influencé les événements mondiaux à l'une des périodes les plus dangereuses de l'histoire, lorsque l'humanité a contemplé le précipice de l'Holocauste nucléaire. Le plan pour le sauver depuis les profondeurs du rideau de fer, après qu'il ait été compromis, était considéré comme pratiquement impossible. Considéré comme traître dans son pays, il est vu comme un héros en Occident pour avoir tout risqué au nom des libertés démocratiques souvent prises pour acquises. Découvrez la véritable histoire du plus grand espion britannique. Le père d'Oleg était Anton Gordievsky. Durant la révolution russe de 1917, il est devenu un communiste engagé et le resta jusqu'à sa mort. En 1920, Anton Gordievsky a été déployé au Kazakhstan où il a participé à la saisie forcée de céréales par le gouvernement bolchevique auprès des agriculteurs. Cette politique, connue sous le nom de collectivisation, a provoqué une famine sévère en Russie et, au final, la mort de 4 à 7 millions de personnes. Au début des années 30, Anton Gordievsky a rejoint la direction politique unie de l'État qui était le précurseur du commissariat du peuple aux affaires intérieures, lui-même prédécesseur du KGB. Olga, mère d'Oleg, méprisait en secret le système communiste tout en jouant l'épouse idéale du KGB. Son mépris venait sans doute du vécu familial avec le système. Son père avait perdu son moulin aux communistes et son frère avait passé 10 ans au goulag pour avoir critiqué la collectivisation. Contrairement à son mari, elle ne voyait pas le parti communiste comme infaillible et reconnaissait la purge de Staline contre des millions de prétendus ennemis du peuple pour sa véritable nature. Oleg était le plus jeune de 2 frères et sœurs, une sœur Marina et un frère aîné Vassili. Il était également membre du KGB et un espion illégal. Les espions illégaux étaient ainsi nommés parce qu'ils opéraient sans couverture officielle et donc sous un niveau de danger accru. Beaucoup d'espions de la guerre froide se faisaient dépasser pour des diplomates dans des ambassades. Ou comme journalistes, protégés en partie par le droit international. Oleg lui-même est né le 10 octobre 1938, tout à la fin de la Grande Purge. Son enfance a suivi le cours habituel en Russie durant la Seconde Guerre mondiale. La nourriture était rationnée et la pauvreté courante. Oleg et sa famille ont vécu relativement confortablement à Moscou dès 1943, profitant des privilèges de son père, membre du commissariat du peuple aux affaires intérieures. À 6 ans, Oleg savait lire et se distinguait en histoire et en langues à l'école. Sa première lecture, hors propagande communiste, fut peut-être British Ally, un journal russe de l'ambassade britannique visant à améliorer les relations entre la Grande-Bretagne et la Russie. À 14 ans, comme tous les garçons russes, Oleg a rejoint le Komsomol, ou Ligue des jeunes communistes. C'est là qu'Oleg a découvert pour la première fois le fonctionnement du Parti communiste. Oleg est devenu le chef de son organisation Komsomol dans son école à l'âge de 17 ans. Staline était mort le 5 mars 1953 et a été dénoncé en 1956 par Nikita Khrouchtchev, son successeur à la tête de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Cette année-là, Oleg a intégré les prestigieux instituts des relations internationales, où il a étudié l'allemand, le droit, les affaires militaires et l'histoire. Oleg se souvient de la mort de Staline et de sa dénonciation ultérieure par le Parti communiste comme des événements clés dans le début du démantèlement de son idéologie marxiste soviétique. Oleg, toujours attaché au communisme et à l'idée d'une utopie réalisable, est alors devenu consciemment anti-stalinien. Après la mort de Staline, Nikita Khrouchtchev, nouveau chef du Parti communiste, a autorisé plusieurs réformes libérales, dont une liberté d'expression inédite. Cependant, cette période fut de courte durée, en partie à cause de la révolution hongroise d'octobre 1956. Le Parti communiste a envahi la Hongrie, écrasé la rébellion et mis fin aux réformes de Khrouchtchev. L'Union soviétique est redevenue figée. En découvrant ces événements et le désir d'autres peuples de vivre autrement, Gordievsky s'est intéressé au voyage à l'étranger. Oleg voulait découvrir le monde en dehors de l'Union soviétique et dans ce but, il s'est inscrit à des cours d'anglais, ce qui a amélioré ses chances d'obtenir un poste à l'international après l'université.
Le cours d'anglais était complet, alors sur conseil de son frère, Oleg s'est inscrit au cours de suédois, présenté comme une porte vers la Scandinavie. Gordievski a aussi pratiqué la course de fond, où il a rencontré Stanislav Standa Kaplan, un Tchécoslovaque qui a ensuite fait défection vers l'ouest. Le KGB disposait d'un bureau au sein de l'université à partir duquel il cherchait à identifier de nouveaux recrues. Vassili a organisé la première présentation officielle d'Oleg au KGB. L'entretien d'Oleg a eu lieu en 1961 près du siège du KGB. Il a reçu sa première mission en dernière année d'études, 6 mois comme traducteur d'allemand à l'ambassade de Russie à Berlin-Est. Oleg y a assisté à la construction rapide du mur de Berlin, bâti par le gouvernement, étant allemand, pour stopper les fuites vers l'Ouest démocratique. Le séjour d'Oleg en Allemagne de l'Est fut marquant. Il s'agissait de sa première expérience d'espionnage et il a découvert concrètement les effets opposés du communisme et du capitalisme. Après ses études, Oleg rejoint officiellement le KGB le 31 juillet 1962, jurant de défendre son pays jusqu'à la dernière goutte de sang et de garder les secrets d'État. Oleg voulait devenir espion illégal comme son frère, mais il avait été déçu d'être affecté à la direction S à Moscou. Là, il devait préparer la documentation pour d'autres espions illégaux. Pendant qu'il occupait ce poste, Oleg a épousé Yelena Akopian, qui était professeure d'allemand. Il espérait que son mariage, en particulier avec une personne parlant une langue étrangère, renforcerait ses chances d'obtenir un poste à l'étranger à l'avenir. La chance de Gordievski survient en 1965, lorsqu'il reçoit un poste de fonctionnaire consulaire à l'ambassade de Russie à Copenhague, chargé des visas et successions, mais aussi de diriger un réseau de spas clandestins du KGB. En janvier 1966, Oleg et Yelena ont déménagé à Copenhague, où Oleg a commencé à collecter des informations et rechercher des identités scandinaves pour les espions du KGB. Le contraste entre Moscou soviétique et la vibrante Copenhague était saisissant. Oleg était enthousiaste à l'idée de découvrir la démocratie occidentale, notamment son accès à la littérature interdite ou absente en Union soviétique. Sur les 20 fonctionnaires en poste à l'ambassade russe à Copenhague, 14 étaient un des agents du KGB ou du direction principale du renseignement. Oleg trouvait que ses collègues étaient en général paresseux et peu intéressés à faire un véritable travail d'espionnage. Oleg était déterminé à se distinguer de ses pairs, et après avoir accompli ses fonctions officielles le matin, il se mettait à apprendre le danois et à développer un réseau local d'espions clandestins et de contacts à Copenhague. La carrière d'Oleg prospérait, mais pas son mariage avec Yelena. Le mariage a souffert des opinions féministes et antidomestiques d'Yelena, mais ce qui a le plus blessé Gordievski fut d'apprendre qu'Yelena avait avorté sans l'en informer. Un autre événement clé pour l'évolution des sentiments soviétiques de Gordievski fut ce qui s'est passé en 1968 en Tchécoslovaquie, alors République socialiste. Lors du printemps de Prague, il y a eu une libéralisation politique et une décentralisation administrative de masse. L'Union soviétique a mal accueilli cette rébellion idéologique et a vite envahi le pays pour la réprimer. La Tchécoslovaquie reste restée sous contrôle soviétique jusqu'à sa chute en 1989. Oleg regardait la scène avec consternation et dégoût. Les événements en Tchécoslovaquie ressemblent donc beaucoup à ce qui s'est passé en Hongrie quelques années auparavant. Il savait que, comme tous les diplomates russes au Danemark, sa maison et son téléphone étaient en surécoute par le Politiets Efterretningstjeneste, le renseignement danois. Il a contacté Yelena pour exprimer sa consternation et maudire l'Union soviétique. Il espérait que son message serait entendu et pris comme un signal d'intention par ses homologues danois. Oleg est revenu en Russie avec Yelena en 1970. Là-bas, Gordievski a souffert d'un manque culturel aigu, détestant l'atmosphère répressive, étouffante et généralement malheureuse de Moscou, à laquelle il était le revenu. Pendant les 3 années suivantes, Gordievski a effectivement fait du surplace, tant sur le plan professionnel que personnel. 2 événements ont motivé son retour au Danemark.
D'abord, l'expulsion de 105 espions soviétiques de Grande-Bretagne et d'autres pays, dont le Danemark, obligeant le KGB à reconstruire sa présence dans les ambassades. Le second fut la mort prématurée du frère d'Oleg, Vassili, à l'âge de 39 ans, due à l'alcoolisme chronique. Gordievski est revenu à Copenhague en octobre 1972 cette fois, comme officier du renseignement politique de la première direction générale du KGB. Ses principales tâches non officielles étaient d'identifier, recruter et gérer des Danois prêts à transmettre des informations à l'Union soviétique. Le Politighetsefterretningstjeneste et le Military Intelligence, SIS, le renseignement britannique, s'étaient déjà vivement intéressés à Oleg lors de son retour à Copenhague. Stanley Kaplan, l'ami de Gordievski de l'équipe universitaire de course de fond, a cité Oleg parmi d'autres comme potentiellement sensible à une approche des espions occidentaux, en raison de sa désillusion envers le système soviétique. Un soir, Stander est s'en venu chez Oleg, prétextant un déplacement professionnel imprévu. Après un verre prudent et gênant, Stander a invité Oleg à déjeuner. C'était un piège tendu par monsieur, SIS et policier Efterretningstjeneste. Rien de concret n'ayant été discuté, Stander a néanmoins rapporté à ses supérieurs qu'Oleg restait un candidat prometteur. Une partie de badminton a permis la prochaine étape entre Gordievski et les renseignements occidentaux. Gordievski jouait au badminton chaque matin avec un ami, ce que savait Richard Bromhead, chef du monsieur SIS à Copenhague. Bromhead et Gordievski se connaissaient vaguement grâce aux cercles diplomatiques dans lesquels ils évoluaient tous les deux. Mais son arrivée arbitraire sur le terrain si tôt le matin, vêtu d'un costume en tweed, ne pouvait signifier qu'une seule chose. Le monsieur SIS essayait de recruter Gordievski. Ils ont convenu de déjeuner et de discuter franchement à l'hôtel Osterport. Cela n'a pas été facilité par le fait qu'aucun des deux ne parlait couramment la langue maternelle de l'autre. Les deux hommes savaient qu'ils jouaient à un jeu extrêmement dangereux. Bromhead redoutait que Gordievski tente de le recruter pour le KGB, tandis que Gordievski craignait d'être piégé par son organisation. Le déjeuner a eu lieu. Gordievski et Bromhead se sont jaugés en discutant surtout religion, philosophie et musique. Pour se protéger, Gordievski a signalé au KGB qu'il avait l'intention de rencontrer Bromhead, ce qui n'aurait rien eu d'anormal compte tenu du mandat de recrutement de Gordievski. On dit que Bromhead a quitté la réunion légèrement plus convaincu que Gordievski cherchait à le recruter. Puis pendant 8 mois, rien ne se passa. Aucune explication claire, sauf que le monsieur SIS explorait d'autres pistes à ce moment-là. Même si Gordievski n'a pas aimé attendre, cela lui a permis de penser que si le déjeuner était un piège, le KGB aurait repris contact plus tôt. Bromhead est alors réapparu au terrain de badminton et un deuxième déjeuner a été organisé. Lors de cette rencontre, Bromhead a demandé à Gordievski s'il accepterait de partager des informations avec les services britanniques et de se revoir en privé dans un lieu sûr. Oleg a accepté sur les 2 points et cette fois, il n'a rédigé aucun rapport sur ce qui était une rencontre non autorisée avec Bromhead. En 1974, Oleg Gordievski devient agent double pour le Military Intelligence, section 6 sous le nom de code Sunbeam. Gordievski et Bromhead se sont rencontrés de nouveau 3 semaines plus tard, cette fois dans une planque ou locaux clandestins opérationnels, qui était un appartement situé dans une banlieue résidentielle de Copenhague. Bromhead a annoncé qu'il confierait le dossier Gordievski à Philip Hawkins, qui parlait allemand et pourrait donc mieux communiquer avec lui. La première rencontre entre Gordievski et son nouveau chef ne s'est pas passée comme Oleg l'espérait. Il a été longuement interrogé sur sa position, les personnes et les opérations des Russes stationnés à Copenhague, ainsi que sur le fonctionnement général du KGB. Lors de cette première rencontre, Gordievski a énoncé les conditions pour espionner pour les Britanniques. Premièrement, ses collègues hommes du KGB dans une antenne devaient en être protégés. Deuxièmement, ils ne devaient ni être enregistrés ni photographiés secrètement. Troisièmement, aucun échange d'argent n'était prévu. Gordievski agissait par conviction, non par cupidité. Ces conditions ont été acceptées à contre-cœur, mais la deuxième, interdisant les photos secrètes par les officiers, n'a pas été respectée. Toutes les réunions étaient enregistrées. Hawkins et Gordievski se retrouvaient dans la planque 2 fois tous les 2 mois, où Gordievski expliquait en détail le fonctionnement interne du KGB et son rôle des 10 dernières années.
En 1977, Hawkins a confié Sunbeam à Geoffrey Gusquet, agent de Monsieur Six, avec qui Gordievsky a vite sympathisé. Monsieur Six devait surveiller l'usage des informations fournies par Gordievsky. Agir vite ou expulser massivement des agents du KGB aurait sûrement alerté le KGB sur la présence d'une taupe. Le Military Intelligence 6 ne pouvait risquer de compromettre Gordievsky, le plus haut gradé du KGB ayant espionné pour les Britanniques. Seuls quelques agents du Military Intelligence 6 et du Politiets Efterretningstjänst connaissaient l'affaire Gordievsky, et les informations qu'ils fournissaient étaient strictement filtrées avant d'être partagées avec d'autres ou avec d'autres agences de renseignement. Gordievsky faisait passer en contrebande des microfilms contenant notes, instructions, lettres et autres documents secrets de l'ambassade de Russie. Il donnait ces documents à Gusquet discrètement. Gusquet avait demandé au département technique Monsieur Six un appareil capable de copier des microfilms rapidement afin que Gordievsky puisse rapporter l'original à l'ambassade sans éveiller de soupçons. Avec le temps, alors que les vannes de l'information secrète s'ouvraient à l'ambassade russe de Copenhague, Gordievsky a assoupli ses conditions. Sachant que ses rencontres avec son agent étaient enregistrées, il a révélé les noms de ses collègues du KGB et les spas illégaux qu'il dirigeait. Il avait également de l'argent déposé sur un compte bancaire à Londres pour servir de réserve au cas où les choses ne tourneraient de mal pour lui. À cette époque, Gordievsky a rencontré Leila Aliyeva, 11 ans plus jeune que lui, dactylo à l'Organisation mondiale de la santé. Ils sont tombés amoureux et Gordievsky a commencé une liaison avec celle qui deviendra sa seconde épouse. 3 années passèrent pendant lesquelles Gordievsky menait une double vie, tant sur le plan professionnel que personnel, son affectation au Danemark prenant fin en 1978. Retourner en Union soviétique représentait un énorme risque pour Gordievsky. Bien qu'il ne croyait pas avoir été compromis ni que son identité secrète d'espion britannique ait été révélée, si ses actions venaient un jour à être découvertes, cela signerait certainement la fin de sa vie et il aurait très peu de chances de s'échapper de l'Union soviétique. Bien qu'on lui ait proposé de faire défection immédiatement, Gordievsky a refusé, sachant qu'il avait encore beaucoup à offrir à l'Occident. Gordievsky a donc décidé de retourner en Russie. Le moment était venu d'élaborer un plan pour sauver et exfiltrer Sunbeam de Russie si le besoin s'en faisait sentir. C'est ainsi que l'opération Pimlico est née. Véronique Price, l'une des premières femmes officiers du renseignement britannique, a élaboré le plan pour sauver Gordievsky de derrière le rideau de fer. Son plan était complexe et dangereux. Jamais un agent double du KGB n'avait été exfiltré de Russie, encore moins de Moscou. Chaque détail du plan devait fonctionner comme une horloge. Une rupture dans n'importe quel maillon de la chaîne risquait de provoquer un désastre, et la mort ou l'emprisonnement non seulement de Gordievsky, mais aussi potentiellement de ceux qui l'aidaient. Le plan se déroulait comme suit. Première étape. Le signal. Si Gordievsky se sentait menacé et voulait activer le plan d'évasion, il devait se placer devant une boulangerie désignée à Moscou à 19h30 un mardi, tenant un sac Safeway, une casquette et un pantalon gris. Un agent du Military Intelligence 6 surveille chaque mardi à 7h. L'agent de service signalerait la réception en passant devant Gordievsky avec un sac vert Harrods, mangeant un Kit Kat ou une barre Mars et portant un vêtement gris. Un court contact visuel aurait lieu, mais l'agent poursuivrait sa marche. Deuxième étape. L'exécution. 3 jours après avoir envoyé le signal, Gordievsky prendrait un train de nuit de Moscou à Leningrad. Il prendrait un taxi jusqu'à la gare de Finlande, puis un train pour Zelenogorsk, sur la côte de la mer Baltique. De là, Gordievsky devait prendre un bus en direction de la frontière finlandaise et descendre à un point précis, à 16 miles au sud d'une ville appelée Varborg. Pendant que Gordievsky rejoignait le point de rendez-vous, 2 agents du Military Intelligence 6 quittaient Moscou dans un véhicule diplomatique, car ces voitures n'étaient généralement pas fouillées à la frontière russe. Si les agents du Military Intelligence 6 quittent Leningrad vendredi après-midi, ils peuvent rejoindre le point de rendez-vous à 14h30 samedi pour retrouver Gordievsky. Les agents utilisaient des articles de pique-nique comme couverture pour quitter la route discrètement.
L'un des agents, en ouvrant le coffre de la voiture, ferait signe à Gordievski de sortir de sa cachette et d'entrer dans le coffre. Gordievski recevrait une couverture de survie pour échapper aux caméras infrarouges et détecteurs de chaleur, ainsi que des tranquillisants. Les agents du Military Intelligence, SIS, continueraient en direction de la frontière finlandaise, franchissant plusieurs postes de contrôle de sécurité en chemin, tout en espérant que le véhicule ne serait pas fouillé. Une fois la frontière finlandaise passée, Gordievski serait libre et l'opération Pimlico réussie. Simple, vraiment. Un second plan a été mis en place au cas où Gordievski aurait voulu envoyer un message au monsieur SIS depuis Moscou. Le plan était à nouveau en 2 étapes. Un agent du monsieur SIS sous couverture devait attendre sous l'horloge du marché central de Moscou chaque 3e samedi du mois à 11h. L'agent porterait un vêtement gris et un sac à Rhodes. Si Oleg voulait transmettre un message, il attirerait l'attention de l'agent en remettant sa casquette, son pantalon gris et un sac plastique Safeway. 3 dimanches après le signal, Gordievski irait à la cathédrale Saint-Basile sur la place Rouge et monterait l'escalier en colimaçon à l'arrière à 15h. À 7h, un agent du Military Intelligence, 6 en gris portant un objet gris, descendrait les escaliers. Quand ils se croiseraient dans l'affaire Narose, Gordievski remettrait un message écrit. Ce deuxième plan était finalement trop complexe, comme nous l'apprendrons plus tard. Gordievski et le Military Intelligence, 6, ont convenu qu'ils ne poursuivraient pas ses opérations d'espionnage pendant son séjour à Moscou. C'était tout simplement trop risqué, et la perspective de maintenir le flux d'informations possible au Danemark ne se réaliserait tout simplement pas. De retour en Russie, Gordievski a annoncé vouloir divorcer d'Elena pour épouser Leila. Cette décision a porté un coup important mais inévitable à ses perspectives de carrière. Le KGB était puritain en matière de mariage et ne tolérait pas le divorce. Pour aggraver les choses, le fait qu'Oleg ait eu une liaison adultère alors qu'il était à l'étranger en mission était considéré comme extrêmement non professionnel. D'autres drames étaient aussi exploités dans l'arène compétitive du KGB par des officiers ambitieux voulant éliminer les candidats à une promotion. Gordievski et Yelena ont finalisé leur divorce, puis Oleg a épousé Leila lors d'une simple cérémonie. Bien qu'officier supérieur du KGB, Gordievski n'avait alors aucun rôle précis. Son divorce a empêché sa promotion comme chef adjoint du 3e département de la 1re direction générale. Il voulait toujours une nouvelle affectation en Occident, peut-être directement en Angleterre. Il a donc choisi un transfert au département britannique du KGB et s'est inscrit à un cours d'anglais. Il a terminé ce cours en 2 ans. La vie personnelle d'Oleg s'est stabilisée à cette période, lui et Leila accueillant 2 filles, Maria et Anna. Bien que Gordievski n'informait plus l'Occident, le Military Intelligence 6 utilisait encore les renseignements transmis lors de son poste au Danemark. Les espions soviétiques identifiés par Gordievski ont été systématiquement écartés de leur poste au sein de divers services de renseignement occidentaux et ont été soit expulsés, soit jugés et emprisonnés. Les agences de renseignement occidentales ont tenté de cacher leurs sources, mais le KGB est tout de même devenu soupçonneux. Des rumeurs circulaient au sein du KGB concernant la présence d'une taupe, et Gordievski vivait dans une angoisse permanente, ne sachant pas si une dénonciation ou un acte d'imprudence conduirait le KGB directement jusqu'à lui. Gordievski traverse cette période indemne, et en 1981, le coup de chance attendu se produit. Un poste s'ouvrit à l'ambassade de Russie à Londres. Après assez de temps depuis son divorce, Gordievski était l'homme idéal et obtint le poste. Le visa britannique de Gordievski fut délivré rapidement, mais le KGB prit plusieurs mois pour vérifier les antécédents financiers, médicaux et professionnels d'Oleg. Gordievski profita de ce temps pour étudier les dossiers politiques britanniques accessibles dans la section britannique du KGB. Finalement, vers la fin du mois de juin 1982, la famille Gordievski partit pour Londres. Le poste officiel d'Oleg à l'ambassade de Londres était celui de conseiller. 3 choses ne l'ont pas impressionné en Grande-Bretagne:
les rues sales de Londres comparaient pas à la Copenhague immaculée, l'appartement attribué à sa famille sur Kensington High Street et ses supérieurs à l'ambassade russe. Gordievski devait faire face à beaucoup d'animosité de la part de ses supérieurs, qui étaient considérés comme colériques et généralement désagréables. Lors de sa deuxième nuit à Londres, Gordievski a appelé un numéro secret donné par monsieur 6 ans auparavant. Il a ensuite rencontré clandestinement le Military Intelligence 6 et a été présenté à son nouvel agent traitant, qu'il connaissait sous le nom de Jack. Jack devait être aidé par Jeanne, de son vrai nom Véronique Price, architecte de l'opération Pimlico. Peu de temps après, les opérations d'espionnage ont repris comme auparavant, mais à une échelle beaucoup plus grande grâce à l'abondance de renseignements auxquels Gordievski avait accès dans son poste plus élevé à l'ambassade de Russie. Le microfilm n'étant plus utilisé, les documents étaient sortis clandestinement de l'ambassade et remis lors de réunions à la planque Monsieur 6. Oleg devait s'assurer de revenir rapidement afin qu'aucun document ne soit manquant et que cela n'éveille aucun soupçon. Comme espion du KGB, Gordievski recevait beaucoup d'informations secrètes, souvent vraies, mais généralement inoffensives, qu'il utilisait dans ses rapports. Cela impressionnait les supérieurs d'Oleg et il continua à gravir les échelons en tant qu'étoile montante au sein du KGB. L'arrivée de Gordievski à Londres a presque coïncidé avec le début de l'opération soviétique Ryan pendant la guerre froide. L'idée venait de Harper Paranoyak, alors chef du KGB et futur dirigeant soviétique, Yuri Andropov. La mission opérationnelle permanente, officiellement destinée à détecter les préparatifs de l'OTAN pour une attaque nucléaire contre l'Union des républiques socialistes soviétiques, visait à révéler les plans des États-Unis et de l'OTAN pour une frappe préventive de missiles nucléaires contre l'Union des républiques socialistes soviétiques. En réalité, de tels plans n'existaient en face. Le centre du KGB cherchait à prouver une attaque dont il était déjà convaincu, gaspillant ainsi des milliers d'heures de travail et aggravant les tensions Est-Ouest à un niveau inédit depuis la crise des missiles de Cuba. Cela fut particulièrement vrai lors de l'exercice militaire de l'OTAN en 1983 appelé Able Archer. Alors que tout cela se déroulait, Gordievski a été effrayé lorsqu'un officier du renseignement britannique du Military Intelligence 5 a tenté de devenir espion rémunéré pour les Russes. Mikhail Bettany a déposé 2 lettres dans la boîte du KGB tard la nuit. Il a d'abord transmis des renseignements britanniques identifiant tous les agents du KGB connus ou suspects à Londres. Gordievski a été mentionné dans le rapport divulgué comme agent de grade 2, donc plus ou moins identifié comme agent du KGB. Pour plusieurs raisons, le résident du KGB, Gook, a décidé de ne pas répondre aux lettres. Ce fiasco a finalement profité à Gordievski, le KGB Cook étant expulsé de Grande-Bretagne et renvoyé à Moscou. Cela a permis à Gordievski d'être vu comme son successeur. Gordievski est revenu à Moscou en août 1983 pour des vacances familiales et parler de sa carrière. Nikolai Griben, alors supérieur d'Oleg, a déclaré à Gordievski vouloir le nommer chef de la station KGB à Londres. Cette nomination devait marquer un tournant pour la carrière de Gordievski et permettre aux renseignements britanniques d'accéder pour la première fois aux plus hautes informations secrètes du KGB. Ces discussions ont coïncidé avec l'arrivée au pouvoir de Mikhaïl Gorbatchev comme président de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Avant sa nomination au poste de secrétaire général du Parti communiste, Gorbatchev a effectué une tournée au Royaume-Uni comprenant plusieurs rencontres avec la première ministre britannique Margaret Thatcher. À ce moment, l'Union soviétique perdait clairement la guerre froide. Le fossé économique, technologique et militaire entre Est et Ouest s'élargissait, rendant la tournée de Gorbatchev essentielle pour rétablir les relations politiques entre la Grande-Bretagne et la Russie. Gordievski a joué un rôle clé lors des réunions entre dirigeants mondiaux. Il transmettait au KGB les informations des services britanniques, influençant ainsi le récit des discussions. Le succès de la tournée de Gorbatchev est largement attribué à l'influence politique et à l'implication en coulisses de Gordievski. Tout allait parfaitement pour Gordievski à cette époque. Il était résident par intérim du KGB à Londres et chaque jour, il s'attaquait aux vestiges rapidement décroissants de la Russie communiste. Puis, comme un coup de tonnerre, le 16 mai 1985, il reçut un télégramme. Il avait été rappelé à Moscou.
quelle était la raison du rappel soudain de Gordievski à Moscou. On lui avait dit que son retour servait à confirmer officiellement sa nomination comme résident, mais cela était inutile et inhabituel. Sa nomination avait déjà été discutée et approuvée. Oleg savait que ce n'était pas une instruction ordinaire. Il craignait immédiatement d'avoir été découvert et que son voyage de retour en Russie soit le dernier. Mais qui l'avait trahi ? Seuls certains services de renseignement britanniques, scandinaves et nord-américains connaissaient son existence et ses activités, encore moins son vrai nom. Voici Aldrich Ames, agent de contre-espionnage de la CIA, amateur d'alcool et incapable de suivre le train de vie coûteux de sa deuxième épouse. Il est devenu espion pour l'Union soviétique au début des années 1980 pour des raisons d'intérêt personnel. La CIA, sans recevoir le nom de Gordievski du Military Intelligence, SIS l'a identifié comme le principal suspect grâce à l'élimination, la triangulation et l'analyse des informations sur l'arrestation et l'expulsion d'espions soviétiques. Cette information est parvenue à Ames, qui le 13 juin 1985 a révélé l'identité de Gordievski ainsi que celle de 24 autres espions des services de renseignement occidentaux à l'Union soviétique. Faire défection à ce moment-là aurait été l'option la plus facile pour Oleg. Il avait servi l'Occident avec bravoure et choisir à ce moment-là, pour lui et sa famille, d'assumer de nouvelles identités sous la protection du gouvernement britannique n'aurait en rien entaché son honneur. Il avait fait plus pour le renseignement britannique pendant la guerre froide que tout autre espion, mais savait qu'il pouvait encore offrir davantage. Il allait être nommé résident du KGB à l'ambassade de Russie à Londres. C'était le poste le plus élevé auquel il pouvait aspirer au sein du KGB, et cela lui donnerait assurément accès à un niveau sans précédent de renseignement top secret. Gordievski craignait que ses supérieurs aient appris son implication dans Monsieur VI, ce qui pouvait avoir diverses conséquences. Peut-être que le rappel visait à aborder des questions importantes en personne avec ses supérieurs. Peut-être qu'il retournerait en un rien de temps à Londres et aurait l'occasion de poursuivre le travail auquel il avait consacré sa vie. Gordievski a suivi les instructions. Il n'a pas fait défection et, après un court adieu à sa famille, il a pris un vol pour Moscou. À son retour, Oleg a vite remarqué que le KGB avait cambriolé son domicile. Un verrou inutilisé avait été fermé. Il a su à ce moment-là que tout était fini. Mais il ne pouvait pas dire exactement combien le KGB savait. Gordievski, alors colonel au KGB, ne serait arrêté qu'après des preuves claires d'espionnage. Pour Oleg, ne pas être en prison signifiait que le KGB ignorait certains détails de sa trahison envers l'Union soviétique. Gordievski s'est présenté au quartier général du KGB avec une grande appréhension. Après une réunion anodine avec son patron Griben, quelques jours sans incident ont suivi. Gordievski a été invité à la datcha de son patron pour le week-end, mais il a refusé. Il a ensuite été convoqué à une réunion hors du centre du KGB, ce qui était rare, pour discuter de l'infiltration d'agents haut placés en Grande-Bretagne. Tout cela n'était bien sûr qu'une ruse, et pendant la réunion, 2 hommes inconnus d'Oleg se sont joints au groupe. Gordievski a bu un cognac avec un sérum de vérité, lançant un interrogatoire de 5 heures. Il ne se souvenait pas précisément de la demande ou des propos, mais il pensait n'avoir avoué aucune culpabilité, malgré l'exigence d'une confession d'espionnage pour les Britanniques. L'interrogatoire s'est arrêté quand Gordievski a perdu connaissance. Gordievski s'est réveillé dans le bungalow, vivant mais avec un mal de tête terrible. Il a été ramené chez lui et s'est présenté au travail le lendemain, comme si de rien n'était. Convoqué dans le bureau de Griben avec d'autres hauts responsables du KGB, il a été sévèrement réprimandé. Son poste à Londres ayant été supprimé, il a étonnamment pu rester au KGB, mais dans un service non opérationnel. Gordievski a continué de clamer son innocence, mais il savait qu'il vivait sur du temps emprunté. La femme et les enfants d'Oleg ont été transférés peu de temps après à Moscou. Leila savait que quelque chose n'allait pas, mais Gordievski a essayé d'apaiser ses craintes, tout en continuant à cacher sa seconde vie, secrète à sa femme. Sa carrière ruinée et sa vie en danger, Oleg a jugé nécessaire de lancer l'opération Pimlico. Les chances de réussir à s'échapper étaient déjà minces, et il savait qu'il était impossible d'inclure sa femme et ses 2 jeunes filles.
Leïla et ses filles sont parties en vacances d'été, et Gordievski n'a pu faire qu'un bref au revoir à sa femme lorsqu'elle est entrée au supermarché avant leur départ. Gordievski est rentré chez lui et a trouvé des instructions cryptiques pour son évasion cachées dans un de ses livres. Son intention était de remettre un message écrit à l'agent du monsieur 6 qui passerait près de lui à la cathédrale Saint-Basile. Paranoïaque et obsédé par la nécessité du secret, il se dirigea vers le lieu de signalement près de la gare de Kievski, tout en suivant un processus méticuleux de dry cleaning, c'est-à-dire le fait de revenir sur ses pas et d'emprunter un itinéraire détourné pour semer d'éventuels poursuivants. Il arriva au marché central de Moscou à l'heure prévue et s'installa sur le trottoir pendant que des limousines du KGB transportaient des officiels vers le Kremlin. Il espérait seulement qu'un agent du Military Intelligence 6 l'avait repéré, debout en gris avec son sac plastique Safeway. Il dut attendre jusqu'à 3 dimanches plus tard, à l'heure convenue, pour qu'un agent du Military Intelligence 6 effectue le contact furtif au cours duquel il transmettrait son message. Gordievski suivit de nouveau un processus minutieux de contre-surveillance en se rendant au musée Lennon où il comptait rédiger le message. Il entra dans une cabine des toilettes et rédigea une courte note. « Je suis très soupçonné et en mauvaise posture. J'ai besoin d'une exfiltration au plus vite. Attention à la poussière radioactive et aux accidents de voiture. » De là, il s'est rendu à la cathédrale Saint-Basile, mais la catastrophe a frappé. L'escalier en colimaçon menant à la brosse était bloqué. Un panneau signalait « Étage supérieur fermé pour rénovation ». Gordievski ne pouvait que se reprocher d'avoir choisi la cathédrale Saint-Basile comme lieu de contact avec la brosse. La seule option restante pour Oleg était de signaler officiellement le déclenchement de son plan d'évasion. Le mardi 16 juillet 1985 au soir, il se rendit devant la boulangerie, vêtu de gris et portant le sac Safeway. Le beau-père d'Oleg l'avait invité à dîner ce soir-là, lui offrant un prétexte pour quitter son domicile. Gordievski est arrivé tôt au lieu du signal et, pour passer le temps, il est allé dans une boutique voisine et a acheté un paquet de cigarettes. Cette décision faillit lui être fatale car il ne fumait pas. Arthur G., l'agent du Military Intelligence 6 surveillant Oleg ce soir-là, le savait. Le temps passait lentement jusqu'à ce qu'Oleg voie un homme à l'allure britannique avec un sac Harrods vert foncé, mangeant une barre Mars. Les deux hommes se regardèrent brièvement. Oleg a dit qu'il essayait de crier à l'agent avec ses yeux qu'il avait urgemment besoin d'aide. Et c'était tout. Le signal avait été donné. Oleg avait peu de temps pour se préparer, notamment acheter un billet de train pour Leningrad, une tâche normalement simple mais compliquée par la surveillance constante du KGB. Il parvint à acheter ses billets après un nouveau nettoyage à sec strict, puis vécut quelques jours d'angoisse jusqu'à ce vendredi après-midi, début de son voyage. Il voyagea léger, n'emportant avec lui que les objets essentiels qu'il pouvait mettre dans un petit sac. Il ferma la porte de son appartement, tournant ainsi la page de la vie qu'il connaissait, puis se dirigea vers la gare de Moscou. Le billet de 4e classe d'Oleg l'obligeait à partager un compartiment avec 6 personnes. Il prit des sédatifs, s'endormit vers 9h et se réveilla à 4h du matin, samedi, sur le sol du compartiment. Sous sédatifs, il était tombé de sa couchette et s'était blessé à la tête. Il avait l'air échevelé et avait du sang sur le visage et sur sa chemise. Il ne passait pas vraiment inaperçu. À son arrivée à Leningrad, Oleg a pris un taxi qui l'a conduit à la gare de Finlande. Au lieu de prendre un train pour Varborg, puis de revenir au point de rendez-vous avec Monsieur 6, il a choisi de façon étrange de prendre 2 bus, d'abord jusqu'à Teriaki, puis jusqu'à Varborg. Il est arrivé au point de collecte samedi à 11h, mais a ensuite pris une décision qui s'est avérée très dangereuse avec le recul. Voulant éviter de rester allongé dans un fossé sous la chaleur de l'été russe, tout en étant bombardé de moustiques pendant des heures, il a commencé à marcher vers une ville voisine, puis a fait de l'autostop pour le reste du trajet. Il s'est acheté un déjeuner et 2 bières dans une cafétéria locale. Là-bas, Gordievski a été effrayé par 2 hommes qui sont entrés dans le café et qu'il soupçonnait d'être des agents du KGB patrouillant dans les villes frontalières à la recherche de fugitifs. Oleg quitta aussitôt la cafétéria sans se retourner. Il était à 20 km du rendez-vous et fit de l'autostop pour revenir près de la sortie. Il se mit alors à attendre ses sauveteurs, qui n'arrivèrent qu'aux environs de 15h en raison de leur besoin de semer leur filature du KGB et d'éviter d'être repérés en quittant l'autoroute au point de rendez-vous.
L'équipe de secours était composée de l'officier du Military Intelligence, Sis Arthur J. et de sa femme Rachel J. dans un véhicule, avec le couple Roy et Caroline Ascott dans l'autre. 2 voitures étaient nécessaires car les renseignements occidentaux pensaient que Gordievski essaierait aussi de faire sortir sa famille de Russie. Les sauveteurs, conscients des écoutes sur leurs véhicules diplomatiques, ne pouvaient les communiquer librement. Ils ont donc voyagé vers la frontière finlandaise sous couvert de soins médicaux pour Rachel J, qui avait feint une grave blessure au dos. Rachel J devait consulter un médecin pour son dos, puis le groupe profitait du week-end à Helsinki en faisant du shopping. Roy et Caroline ont emmené leur bébé de 15 mois avec eux pour le voyage, ce qu'ils considéraient comme une bonne couverture pour leur plan audacieux. Lorsque Gordievski reconnut G comme l'homme du site de signalisation, il sortit de sa cachette et, avec peu d'interaction avec ses sauveteurs, entra dans le coffre de la 2e voiture. L'équipe de secours remonta alors dans ses véhicules et rejoignit l'autoroute, heureusement sans être repéré par leur filature du KGB. En l'espace d'une demi-heure, le convoi de 2 voitures franchit 5 postes frontières distincts. À l'avant-dernier contrôle, la catastrophe faillit se produire. Les responsables russes avaient sorti les chiens renifleurs. S'ils sentaient l'odeur de Gordievski dans le coffre, sûrement forte à ce moment-là, tout était perdu. Caroline Ascott, consciente du danger, sortit un paquet de chips au fromage et à l'oignon, une odeur inconnue des chiens renifleurs russes. Elle donna une chips à un chien qui la dévora avant d'être tiré par son maître. Il n'était même pas encore sauvé et le chien tournait toujours autour du véhicule. Par un coup de pur génie, elle sortit sa jeune fille du véhicule pour changer une couche sale. Elle laissa rapidement tomber la couche sale par terre, près de l'endroit où se trouvait le chien. La couche malodorante eut l'effet escompté, le chien renifleur s'éloigna aussitôt après avoir été confronté à l'odeur nauséabonde. Le groupe reçut rapidement l'autorisation de continuer et franchit le dernier contrôle de passeport. Ils avaient été réussi la plus audacieuse opération de sauvetage de la guerre froide, exfiltrant un colonel du KGB du cœur de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Après avoir franchi la frontière finlandaise en sécurité, les voitures s'arrêtèrent, le coffre s'ouvrit et Oleg Gordievski, en sueur et terrifié, émergea sous le soleil éclatant. Gordievski, bien qu'ayant échappé au KGB et à l'Union soviétique, voyait son euphorie freinée par l'abandon de sa famille. Il a fallu 6 ans et la chute de l'Union soviétique pour qu'il retrouve enfin sa femme et ses enfants. Malheureusement, son mariage n'a pas survécu longtemps après cela, la pression des circonstances et le temps passé sans pratiquement aucune communication ayant clairement eu un impact sur leur relation. Gordievski a continué à aider l'Occident, conseillant des dirigeants sur le KGB, le renseignement militaire et l'espionnage. En 2007, il a été nommé compagnon de l'ordre de Saint-Michel et Saint-Georges, pour service à la sécurité du Royaume-Uni. James Bond, l'espion fictif de Ian Fleming, a reçu la même distinction. Après son évasion, Gordievski a vécu de nombreuses années dans une planque à Londres, sous haute sécurité du gouvernement britannique. Mais au milieu des années 2000, il a déménagé dans un lieu secret dans le Surrey. Sa vie demeure en danger. Les empoisonnements de Salisbury et d'autres ex-agents doubles du KGB rappellent à Gordievski qu'il ne connaîtra jamais la liberté des citoyens occidentaux ordinaires. Dans la préface de 2018 de son autobiographie, publiée initialement en 1995, Gordievski regrette que le gouvernement russe, bien que non communiste, reste dominé par l'ex-KGB et son élite autoritaire. Gordievski cite les agressions russes en Ukraine orientale, en Crimée et en Syrie comme exemple. Gordievski doit sûrement être mortifié par l'invasion persistante de l'Ukraine par la Russie. Aujourd'hui âgé de 83 ans, Gordievski continue de vivre dans l'espoir que davantage de personnes dans le monde viendront à expérimenter et à apprécier les libertés démocratiques prônées par la plupart des pays occidentaux. Sa contribution à l'effort occidental pendant la guerre froide ne peut être sous-estimée. Nous, vivant en société démocratique, devons gratitude à l'homme ayant tout sacrifié pour ses convictions idéologiques. En tout, la majorité des informations de cette vidéo vient de 2 livres, l'autobiographie de Gordievski, prochaine étape, l'exécution, 1995, et le best-seller de Ben McIntyre, L'espion et le traître, 2018.
Je ne pourrais pas raconter toute cette histoire en une vidéo YouTube, alors je recommande vivement ces livres pour découvrir la vie fascinante d'Oleg Gordievski.